Comme le disait Émile Michel Cioran, lorsque quelqu'un me parle d'élite, je sais que je me trouve en présence d'un crétin. Bon, moi j'ai entendu cette phrase dans le 3615 Usul, mais bon, le résultat est le même, hein, la culture c'est la culture, merde. Malheureusement, force est de constater que cette élite, on a presque tous envie d'en faire partie. Poussé par une sorte d'instinct grégaire ou je ne sais pas quoi, ou tout simplement fasciné par ces titres honorifiques que l'on s'invente afin de se sentir indispensable. La crème de la crème, comme disent les jeunes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de The Riot Club, un film britannique de Lone Sheffrig. Une réalisatrice danoise qui jusqu'à présent s'était spécialisée dans les comédies romantiques so British, qui s'intéresse aux troubles sentimentaux de jeunes bourgeoises en fleurs. Voilà pourquoi The Riot Club est pour le moins surprenant dans le parcours de la cinéaste, même si le cadre reste le même dans la mesure où Sheffrig s'est fait une spécialité de filmer de jeunes universitaires. En effet, l'histoire se déroule à Oxford, une école plutôt chouette, où l'on nous raconte l'histoire vraie de Henry Sebastian Adelshaw. Non, alors c'est pas du tout comme ça que ça se prononce, on dit Henry Sebastian Adelshaw. On s'en fout. Aussi connu sous le nom de Lord Riot, qui se trouvait être un érudit homme de science éminent membre de la haute société anglaise de l'université d'Oxford au XVIIIe siècle. Un jeune homme qui se trouvait aussi être un bon vivant, ayant un penchant certain pour la baise, la vinasse et la bonne bouffe. Ce qui nous fait déjà un point commun. Un soir, alors qu'il s'offre une partie de ça va ça vient avec une jeune dévotchka fraîche levée, il se fait surprendre par le mari de cette dernière et, fou de jalousie, il le transperce de son épée. Afin d'honorer sa mémoire, ses amis et collègues décidèrent de créer The Riot Club. Un clan évidemment très sélectif, où il sera question de réunir les 10 plus brillants universitaires, de se retrouver à la table de la vie, dédiée au vice et à la débauche, manger jusqu'à implosion et boire jusqu'au coma éthylique. Ouais, mais ceci n'est que le prologue, donc rassurez-vous chers amis, je ne vous ai absolument rien spoilé. C'est après cette présentation que l'on va suivre parallèlement 2 siècles plus tard la rentrée scolaire de 2 jeunes étudiants. L'un s'appelle Miles Richards et l'autre Alistair Ryle. À première vue, ces 2 jeunes hommes n'ont strictement rien en commun. Pourtant, ils vont tous les 2 se faire approcher par le fameux Riot Club, pour des raisons que je ne vous dévoilerai pas ici. Après plusieurs rites de passage plutôt corsés, ils seront finalement acceptés. Jusque-là, tout se passe bien et l'on se surprend souvent à rire devant leur pitrerie. Mais tout va basculer lors d'un traditionnel repas de débauche donné dans un restaurant familial en dehors de la ville, ce qu'on pourrait comparer à une soirée d'un thé, si vous voulez. Je tiens à vous dire qu'un synopsis c'est particulièrement chiant à écrire, donc si rien que pour ça vous pouviez me lâcher un pouce vert, ce serait quand même sympa. C'est un film que j'ai réellement adoré, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à mon sens, on a encore trop peu parlé de ce qui s'appelle les Finals Club au cinéma. Le concept m'a été présenté pour la première fois dans l'excellent film de David Fincher, The Social Network. Évidemment, ce n'était pas le thème central du film, néanmoins, on comprenait déjà les enjeux sociaux et moraux qui se cachaient derrière ce genre de choses. La deuxième, c'est l'élégance et la tenue du film. La mise en scène est très bonne, un film qui fourmille de références et qui ne s'en cache pas, à mi-chemin entre Good Morning England et Orange Mécanique. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir fait ce rapprochement, car en effet, certains films ont tellement marqué l'histoire de leur empreinte que l'on a vite fait de faire le lien, même si dans le fond, comme dans la forme, ça n'a finalement rien à voir. Malheureusement, c'est un fait. Quand on voit une bande de jeunes dandys lettrés faire des conneries et casser des trucs pour le simple plaisir de l'adrénaline, bim, on pense automatiquement à Orange Mécanique. Au passage, le film cite également le Reservoir Dogs de Tarantino, et on comprend vite pourquoi. Ce qui est sûr, c'est que le marketing autour du film semble nous faire miroiter une comédie cynique et potache, où ces demoiselles pourront admirer de jeunes garçons sexy au charme désinvolte faire du chahut au bahut. Heureusement, le film se révèle bien plus croustillant. Ainsi, on peut presque parler d'une satire sociale qui met à mal l'éducation de nos futurs financiers et hommes d'affaires. Et la satire ne se réduit pas seulement à l'Angleterre, car comme vous le savez, les Finals Club existent dans toutes les grandes écoles. L'arrivée tonitruante de ce fameux club dans le parcours de nos 2 héros nous donne parfois un sentiment de malaise. Comme chacun sait, pour avoir l'honneur et le privilège de faire partie de la bande, il faut évidemment exceller dans toutes les matières, mais aussi et surtout montrer qu'on n'est pas une fiotte, si j'ose dire. Et vas-y que je te fais boire un verre de vin rempli de crachats, de pisse, d'asticots et j'en passe. On remarque que les garçons s'exécutent sans sourciller, avec le sourire même. Tu sais, comme lorsque tu as eu le malheur de passer une soirée avec une bande de Corses et qu'ils t'ont demandé de boire cul sec une pinte de vodka, histoire de montrer que tu es digne de t'éclater avec eux. Oh, ça sent le vécu. Là, on se rend vite compte, au-delà de cet esprit bon enfant et de cette franche camaraderie, de la réalité de ces rapports pernicieux et hypocrites. Et on se demande avec effroi jusqu'où nos protagonistes vont accepter de se faire humilier. Surtout lorsqu'ils rentrent dans leur chambre et qu'ils constatent que toutes leurs affaires ont été saccagées en guise de cadeau de bienvenue. Voilà, c'est censé être de l'amitié, mais on se rend vite compte que ça va être beaucoup plus compliqué que ça, ce qui donne au film une ambiguïté que j'ai vraiment beaucoup aimée. Le film est clairement divisé en 2 parties. La première tient lieu d'introduction où l'on présente les 2 personnages, et au passage l'animosité qui va naître entre les deux.
Et la deuxième se révèle être un véritable huis clos. Comme je l'ai dit précédemment, cette bande de joyeux lurons va se retrouver dans un restaurant en dehors de la ville pour leur traditionnelle soirée de beuverie annuelle. Un restaurant où ils ont évidemment pris le soin de privatiser une salle, afin de pouvoir vomir dans tous les coins à l'abri du regard des autres clients. Ouais, mais arrête là, putain, c'est dégueulasse. Évidemment, la deuxième partie du film est bien plus intéressante que la première, et c'est à ce moment-là que le film change radicalement de ton. On abandonne complètement le côté glam sex rock, comme j'ai coutume de dire, pour passer à un film poisseux, dont les situations pathétiques vont se succéder. Évidemment, on ne manque jamais de bouteilles dans ce film. Très vite, le ton monte et on prend un plaisir coupable à voir ces hommes puissants se vautrer dans l'alcool. Il est important de noter que le film est tiré d'une pièce de théâtre, elle-même inspirée de faits réels, car oui, ce club existe bel et bien. Il s'appelle en réalité le Bullington Club, et la plupart des pratiques que vous verrez à l'écran proviennent de témoignages d'étudiants d'Oxford qui affirment avoir été témoins d'actes de vandalisme plutôt violents. Le projet X britannique, si vous préférez. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'il faut savoir que le film a fait couler beaucoup d'encre en Angleterre lors de sa sortie, car certains des actuels politiciens anglais ne sont rien moins que d'anciens membres du fameux Bullington Club, pour ne citer que George Osborne, ministre des Finances, Boris Johnson, le maire de Londres, et surtout David Cameron, Premier ministre britannique. Oh my god! Ah bah ouais, ça surprend, hein. Tu imagines, toi, Manuel Valls, vomir sur le capot d'une voiture? Non, c'est bon, j'imagine pas. Inutile de vous dire que ces messieurs étaient pour le moins embarrassés devant la sortie du film de chez Frigg. Pour plus de détails sur cette affaire crapuleuse, je vous renvoie à un article très détaillé du site slate.fr en lien dans la description de la vidéo. Voilà, la parenthèse Wikipédia étant maintenant refermée, revenons au film en lui-même. Malgré ce concert de louanges, j'ai tout de même relevé ça et là quelques menus défauts qui pour moi semblent importants et qui m'empêchent malheureusement de considérer ce film comme une vraie réussite. D'une manière générale, il me semble que le film hésite parfois entre deux registres et n'assume jamais jusqu'au bout son côté cynique et politiquement incorrect. À titre de comparaison, on est loin de la froideur si efficace d'un American Psycho ou d'un Orange Mécanique, encore lui. Je prendrai pour exemple le personnage de l'aubergiste du fameux restaurant dans la seconde partie du film. En effet, la réalisatrice s'attarde énormément sur ce dernier, mais ce n'est pas ce que je lui reproche. Je trouve très intelligent le fait de lui donner de l'importance dans le dernier acte du film. Néanmoins, le problème vient du fait que Frigg insiste lourdement sur sa vertu et son innocence, si je puis dire. Je trouve que c'est un défaut, car c'est sans doute nous prendre un peu trop par la main afin de nous conduire à juger certains personnages. Du coup, ça rend le film encore plus manichéen qu'il ne l'est déjà. Je veux dire, si on a un tant soit peu d'éducation, on se rend vite compte de leur comportement de petits merdeux irresponsables. Mais peut-être que le film aurait gagné à nous rendre ces personnages plus sympathiques, des personnages qu'on aurait aimé détester. Du coup, le dernier acte du film aurait été une totale désillusion. Malheureusement, le film se révèle un poil trop moralisateur à mon goût, et ça vient surtout des deux personnages principaux. L'un est clairement un gentil garçon vertueux et l'autre est un total fils de pute. Voilà, ce sont des personnages unidimensionnels et on se rend vite compte que les autres membres du club, qui sont à considérer comme des personnages secondaires, sont en réalité beaucoup plus complexes et plus intéressants, ce qui me conduit à penser que le film aurait pu complètement se passer du personnage de Miles Richards. Il n'est là que pour me faire comprendre des choses que je sais déjà. C'est donc pour moi le principal point faible du film, même si c'est lui qui va nouer une relation amoureuse avec le seul personnage féminin marquant et que cette dernière va jouer un rôle important dans l'histoire. Mais si on doit parler d'un des rares personnages féminins, je préfère évoquer le personnage de la prostituée dont l'intervention ne dure que quelques minutes, mais qui suffit à donner lieu à une scène de dialogue absolument savoureuse. Au passage, le film ne manque pas d'humour, ne serait-ce que de voir des fils de possédants dire qu'ils en ont marre de s'excuser auprès des classes moyennes. C'est déjà assez drôle en soi, rien que pour ça vaut le coup. Et puis surtout de montrer que ces gens ont clairement l'esprit gangréné, car ils pensent réellement mériter la reconnaissance du peuple sous prétexte qu'ils ont bâti ce pays tel qu'il est aujourd'hui, alors que ce n'est clairement plus le cas depuis des années. Mais on se rend vite compte que ce n'est qu'un prétexte, car en réalité leur colère est tournée en fait vers leurs parents, qui leur demandent de rapporter des bonnes notes à la maison pour faire honneur à leur famille, à leur caste. Parce que là il est vraiment question d'oligarchie dans ce film, ce qui semble être la cible de Lone Frigg. Elle prend un plaisir fou à ridiculiser ces petits bourgeois dégénérés fin de race et à les mettre devant leurs propres contradictions. Dans ce film, la satire réside dans le fait qu'on les trouve cool, inaccessibles et intelligents, alors qu'en réalité ce sont juste des petits merdeux arriéristes qui scandent de la philosophie de comptoir en sniffant de la coke. Carpe diem. Mais le film rappelle qu'en dehors du fait qu'on les prend forcément pour des morveux pourris gâtés, ce sont avant tout des gens déconnectés de la réalité et qu'il en faudrait peu pour que leur comportement devienne dangereux, ce que le film montre avec une grande efficacité selon moi. Et puis surtout que c'est... Ah, attendez... ou alors en fait ce film c'est juste une énorme pub anti-alcool. Dans ce cas j'aurais utilisé plein de mots compliqués pour rien en fait. Oh c'est pas vrai putain.
Bon, enfin bref. Vous l'aurez compris, ce film mérite toute votre attention. Je passe volontairement sous silence beaucoup d'autres qualités que je vous laisse découvrir par vous-même, comme par exemple un casting aux petits oignons, et ça c'est sans compter ma passion personnelle pour les acteurs anglais, certains messages sur l'amitié, l'éducation, un film puissant sur la lutte des classes. Car voyez-vous, selon la croyance populaire, les pauvres détestent les riches, mais c'est oublier que les riches, eux, détestent encore plus les pauvres.